départementale de Loir-et-Cher. Je vous accueille aujourd'hui au nom de la Société des sciences et lettres de Loir-et-Cher pour cette nouvelle carte blanche consacrée au château et à la ville. 3 études de cas en Loir-et-Cher. La Société des sciences et lettres est ravie de vous accueillir pour vous présenter donc, cette nouvelle carte blanche dans le cadre de ces activités de promotion et de valorisation du patrimoine du département. Cette table ronde a été conçue en 3 temps pour ne pas entrecouper, on va dire, les présentations de chacun des intervenants. On va essayer évidemment de garder un moment à l'issue des 3 présentations pour des échanges et voir quels liens justement peuvent se tisser entre ces 3 exemples. Nous accueillons donc Gaël Simon, Pascal Briouat, Yvan Bouquef qui interviendront successivement dans notre première partie, on va dire, de table ronde. Et nous démarrons donc avec la présentation de Gaël Simon. Gaël Simon, donc, qui est titulaire d'un doctorat en histoire de l'archéologie urbaine et qui enseigne à l'université François Rabelais de Tours. Non, pardon. À l'université de Tours. Voilà. À l'école d'architecture. L'école d'architecture. De Paris-Val-de-Seine à Paris. J'étais partie déjà à la suivante. Voilà, je vous invite à démarrer. Merci. Donc j'ai intitulé la présentation du castrum à la ville, les relations entre le château et Vendôme sur la longue durée. Donc vous avez cette petite image qui est la seule représentation de Vendôme antérieure au XVIIIe siècle, qui est conservée aujourd'hui à la bibliothèque de Blois et qui montre les grands éléments de la ville, le château qui surplombe cette ville, le grand clocher de la Trinité pour ceux qui ont déjà mis les pieds à Vendôme, et puis le Loir en premier plan qui fait aujourd'hui l'actualité de cette ville. Donc Vendôme se trouve dans la vallée du Loir, sur un des grands axes en fait qui permet de relier le nord de l'Europe via Paris à l'Espagne. Et donc dans cette partie entre Paris et Tours, il y a 2 itinéraires principaux qui sont soit celui de la vallée du Loir, la nationale 10, le TGV actuel, ou de l'autre côté, par Orléans, et la vallée de la Loire, qui est plutôt le TER, pardon, et l'autoroute. Vendôme, dans sa trajectoire urbaine, a toujours été une ville intermédiaire entre les grandes capitales de la région que sont Tours, Orléans, Bourges ou Le Mans, et qui a toujours été en fait un relais de ces pouvoirs en étant successivement, une agglomération secondaire antique, un chef-lieu de pagus à l'époque carolingienne, un comté à l'époque féodale, ou une sous-préfecture après la Révolution. Donc une certaine stabilité en fait dans le territoire qu'elle gouverne et une stabilité aussi dans sa forme et sa fonction à l'échelle régionale. La ville, avant qu'elle soit là où elle est aujourd'hui, en fait, est l'héritage d'une agglomération antique qui se trouvait à 2 kilomètres de l'actuelle ville, dans le village qui s'appelle Arène, qui doit son nom évidemment à un théâtre que vous voyez ici, la grosse tache noire, un théâtre antique que vous voyez ici, et qui a une forme très particulière puisqu'il est outrepassé, donc on est plus proche en fait de ce que l'on connaît à Paris sous le terme des arènes de Lutèce que d'un théâtre gallo-romain classique. Bon, là, je vous ai mis quelques photographies aériennes de vestiges antiques visibles par photographie aérienne. C'est une ville que l'on ne connaît très peu, puisqu'il n'y a jamais eu de fouilles, si ce n'est quelques petites interventions au XIXe siècle. Donc cette agglomération antique, elle se trouve ici. Et la ville médiévale et moderne, c'est tout ce qui est en rouge sur ce plan. Le château, proprement dit, il se trouve ici, sur le coteau. Donc le trait marron ici, c'est vraiment un abrupt d'une 30aine de mètres sur lequel se trouve le château. Et en contrebas, dans la plaine alluviale, facilement inondable, la ville qui s'est développée. Évidemment, les intérêts étant économiques
pour les moulins et pour tout ce qui est travail du cuir qui a besoin de beaucoup d'eau. C'est pour ça que les gens se sont installés là. Ce qui est intéressant aussi, c'est que cette plaine alluviale, elle est parsemée de paléochenaux. Alors je ne vais pas rentrer dans l'histoire, mais c'est des anciens cours du Loir qui, les 50, 60 000 dernières années, a changé de cours et donc a laissé des traces. Et c'est aujourd'hui les zones qui sont inondées que vous voyez à la télévision. Alors en photo, ce sera peut-être plus parlant, vous voyez ici le château qui est au-dessus de ces 30 mètres surplombe la ville, et en contrebas, donc cette ville qui s'étend dans la plaine alluviale avec, vous voyez, un certain nombre de canaux, dont le plus important est ici. Il faut imaginer qu'il y en a 11 km de canaux sur un espace de 2 km entre deux points. Le château proprement dit, voilà à quoi aujourd'hui il ressemble. Alors, c'est une image un peu plus ancienne, elle date d'avant 2001, puisque toute cette partie-ci s'est écroulée en 2001, vous savez, à cause des grosses pluies qui avaient eu lieu. C'est la même année où Saumur avait aussi subi un effondrement. Donc ça a disparu depuis, mais ça vous donne un peu un état de ce à quoi il ressemblait, ce château, aujourd'hui, et en fait depuis le 19e siècle. Donc je propose d'organiser le propos en 5 temps chronologiques qui vous montrent le rapport entre ce château et la ville. Le premier, ce sera le château comme ville du 6e au 10e siècle, c'est-à-dire que ce qui fait la ville à ce moment-là, c'est le château, et ce qui fait le château étant considéré comme ville. Il faut comprendre que le mot château est en fait un terme polysémique qui varie beaucoup dans l'espace et le temps. Ce qu'on appelle château au 6e siècle, ça n'a rien à voir avec le château de ce que l'on va appeler au 10e ou au 17e siècle. Donc derrière ce concept, il y a beaucoup de réalités différentes. Si ce n'est quand même l'idée de castrum, en latin, qui veut dire coupé de, qui a donné castré par exemple en français. Donc c'est l'idée d'être un espace coupé du reste de l'espace. Donc on va commencer avec le château comme ville au 6e, 10e siècle. C'est la période qui est la moins bien connue. On a très peu d'archives écrites. D'un point de vue archéologique, c'est aussi la période qui est la moins bien connue parce qu'on a affaire à des niveaux qui ne sont pas du tout stratifiés en archéologie, qu'on appelle les terres noires. On pourra y revenir si ça vous intéresse. Mais ce qui fait qu'en fait, on a très peu d'informations concrètes. Ce que l'on sait, c'est que dans un texte du VIe siècle, rapporté par Grégoire de Tours, qui s'appelle le traité d'Andelot, en 587, qui divise le territoire français entre Gontran et Childebert II, on a la mention du Castellis, d'Uno vel Vindocino, donc des châteaux de Châteaudun, si on traduit, et de Vendôme. Donc ça veut dire que dès le VIe siècle, on a déjà un point fort du territoire qui gouverne un espace, et c'est ce point qu'on désigne pour définir cet espace. Cette idée de lieu central, de chef-lieu, on le retrouve aussi à travers les monnaies, puisqu'on a des monnaies mérovingiennes qui sont frappées avec, je sais pas, il faut être spécialiste, mais là ici il y a écrit Vindocino. Alors à quoi ça ressemble ce premier château-ville central? Donc on est à l'emplacement du château, sur le coteau. On a un énorme talus de plusieurs mètres de haut, sur lequel après les fortifications médiévales vont s'installer. Alors on ne sait pas de quand il date ce talus. Il y a eu des petites fouilles qui ont été faites à la suite de l'effondrement de la tour en 2001. On n'a pas trouvé de mobilier qui permettait de le dater. On sait juste qu'il est antérieur au XIe siècle et qu'il peut peut-être remonter à la période gauloise, mais on n'a pas de preuves pures. Au-devant de ce talus, un très grand fossé, aussi très large. À l'intérieur, il faut imaginer une petite ville, une petite agglomération, et on le sait parce que dans cet espace est attestée une église paroissiale, l'église Saint-Lubin. Cette église Saint-Lubin aujourd'hui a disparu, elle a été déplacée en contrebas du château au XVIIe siècle, on pourra y revenir aussi, mais entre le VIe et le XVIIe, donc on avait une église paroissiale dans cet espace castral.
L'hypothèse actuelle, c'est que au VIe siècle, il y a un problème entre l'évêque de Chartres et Promote, qui est un de ses conseillers, qui a décidé en fait de créer un évêché à Châteaudun, et donc de diviser le grand diocèse de Chartres en deux, la partie sud et la partie nord. À la suite de ça, l'évêque de Chartres arrive à reprendre le pouvoir, et en fait, ils vont utiliser le culte de Saint Lubin pour retisser les liens entre le nord et le sud du diocèse. C'est pour ça qu'on retrouve donc à Vendôme une église Saint-Lubin, et qu'on en retrouve une à Blois également, et une à Châteaudun. Et elles sont toutes placées dans cet espace semi-castral. Je ne rentre pas dans le détail. Ici, l'église Saint-Lubin de Châteaudun qui est conservée, qui se trouve sur les ponts dans le castrum de cette période. Et puis à Blois, je crois qu'on n'a pas très bien localisé cette église. Autour de ce château fort, ville, on a un certain nombre de faubourgs, enfin on ne sait pas trop à quoi ça ressemble, on sait juste qu'il y a des points centraux d'habitat qui peuvent être ici, juste en contrebas du château, des fonctions économiques avec le marché et peut-être un port. Et puis autour de l'église Saint-Bienheuré, qui est vraiment dans le coteau, peut-être un habitat et surtout des lieux de culte peut-être païens. Bon, je ne rentre pas dans le détail de la légende, mais il y a une légende du 7e siècle qui raconte qu'un serpent habitait dans cette grotte et venait boire dans le Loir, et que quand Saint-Bienheuré arrive, le serpent prend peur et se réfugie, et disparaît. On interprète souvent ces serpents comme des traces de culte païen, et Saint-Bienheuré comme quelqu'un qui amène le christianisme. Deuxième phase, si je puis dire, entre château et ville, le château comme générateur de la ville. Donc on avait cette petite agglomération en hauteur, et à partir du Xe siècle, ou 9e, enfin c'est des choses très hypothétiques qu'on ne peut pas dater précisément, mais une dynastie prend le pouvoir, qu'on appelle les Bouchardides, donc les fameux Bouchards de l'île Bouchard, par exemple, s'il y a des Tourangeaux, prennent le pouvoir, donc c'est très proche des Capétiens à Paris, et imposent, voire peut-être expulsent les populations de ce premier château. Et ils créent donc un bourg en contrebas, je vais y revenir après. Dans ce château, qui devient vraiment le château tel qu'on peut l'imaginer, c'est-à-dire un espace fermé, réservé à l'élite. C'est là où cette élite se retrouve pour gérer leurs affaires, le commerce de luxe, les problèmes juridiques et judiciaires entre eux. Et donc ils se retrouvent dans ce qu'on appelle une aoula, une grande salle comtale, qui est très bien attestée par les textes. Donc cette grande salle comtale, je vous ai mis quelques exemples mieux connus, comme ici celle d'Angers. Donc il faut faire abstraction de ces grandes fenêtres, mais la base de cet édifice, c'est du XIe siècle. Donc c'est la grande salle qui se trouve là dans le château. Ou celle de Douai-la-Fontaine, qui est l'une des mieux connues et fouillées il y a un certain temps, avec ici une représentation de ces grandes salles et de ce qu'on pouvait y faire sur la broderie de Bayeux, où vous voyez qu'à l'étage, on y fait des banquets, où on peut aussi y faire ce qu'on appelle les plaids, c'est-à-dire les cours de justice. Je vous passe les détails historiques, mais cette dynastie des Bouchards, elle rentre en conflit avec les comtes de Blois et les comtes d'Anjou, et Fulconera arrive à prendre la main sur le château, et pour imposer sa puissance, fait édifier une tour, que vous voyez ici, qui est aujourd'hui arasée, dont il ne reste que quelques fondations visibles sur cette photo, et qui se trouve, vous voyez donc ici, juste sur la pointe de l'éperon qui domine la ville. Donc vous connaissez tous les tours bien conservées de Langeais, de Loches ou de Montbazon. Il faut imaginer la même chose sur l'éperon. Et donc c'est bien une marque de pouvoir, de marquage du territoire, de prise de possession par cette nouvelle dynastie. Je voulais revenir sur le déplacement de population entre ce petit château occupé par les habitants pour les expulser à l'extérieur.
En fait, on a le cas similaire à Fredval, et là on a des textes qui nous le mentionnent, puisqu'au XIe siècle, on sait que les anciens habitants de Fredval qui habitent dans le bourg castral, donc en contrebas, disent « mais nos grands-parents habitaient dans la forteresse ». Donc il y a bien une expulsion de ces habitants par une sorte de mafia, enfin un groupe de gens armés qui prennent possession et qui instaurent leur pouvoir avec à Fredval la construction de cette tour que vous connaissez tous. Donc ce lotissement qui pourrait avoir été établi pour les populations qui habitaient avant dans le château, vous l'avez ici, un plan assez orthonormé, assez régulier, organisé autour de l'église Saint-Martin, qui a aujourd'hui complètement disparu, mais qui est sous la place de ce nom. Et vous voyez que c'est assez symétrique autour de cette église. Un alignement de rues. Alors je ne rentre pas dans le détail. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les entrées, ce plan est organisé par rapport à l'aula comtale. C'est bien le signe que c'est bien de ce pouvoir que ce plan d'urbanisme a été mis en place. Troisième période, plus longue, où il se passe beaucoup de choses, mais qui peut être regroupée car la structure est à peu près la même. Le château et la ville sont liés en complémentarité d'un point de vue défensif, mais aussi en opposition, à la fois défensive et aussi sociale. Donc pour la complémentarité, on est en plein moment des guerres entre les Plantagenets et les Capétiens, et donc le château est régulièrement renforcé. On y construit ces fameuses tours philippiennes qui sont aujourd'hui l'objet de restauration, qui permettent donc de renforcer la fortification du château. Et puis en contrebas, ici, on vient aussi renforcer l'espace castral. Donc il faut imaginer que ce château, au XIIIe siècle, c'est à la fois la partie haute, sur l'éperon, et la partie basse, qui est beaucoup plus facilement accessible. Donc vous avez comme ça un noyau castral, dans lequel on va retrouver tout ce qui permet d'administrer le comté. Vers 1230, on a la construction d'une enceinte urbaine autour de la ville. Donc vous retrouvez ici le lotissement d'origine, et puis la ville a grossi, s'est étendue vers le nord, essentiellement par volonté comtale qui subventionne la mise en place d'un hôtel-dieu, de frères cordeliers, etc. Et donc une extension vers le nord. Cette enceinte urbaine, vous l'avez ici, dans les bras du Loir. Donc plusieurs kilomètres, construit en moellon, 1,30 m d'épaisseur, 4 à 7 mètres de hauteur, vraiment quelque chose qui marque l'espace. Alors ça a des valeurs défensives, mais c'est aussi une valeur sociologique, anthropologique. Une enceinte, ça marque un dedans d'un dehors. Et les portes, ça permet de contrôler ceux qui rentrent, ceux qui sortent, et de prélever les impôts. Donc là, je vous ai mis quelques éléments des vestiges de cette enceinte. Là, vous avez un long mur qui se trouve ici, une tour conservée ici, ou une porte d'eau donc qui permet le passage des différents canaux, qui permet aux différents canaux de traverser la ville. Vous l'avez ici, qui est l'Arche au bourreau. C'est aussi cette longue période, le moment où l'architecture va vraiment s'affirmer comme domination de la ville. Que ce soit les différentes dynasties qui succèdent, donc les Montoirs, les Bourbons, qui arrivent à la tête de ce comté, vont avoir de cesse de construire des logis le long de la façade nord. Donc c'est tout ce que vous avez ici en gris et en rouge. Ce qui va donner cette façade, alors un peu exagérée au XVIIe siècle, mais cette grande façade sur la ville et qui la surplombe. Je vous ai dit aussi que cet espace castral, c'était le centre administratif du comté. On retrouve donc dans la partie facilement accessible en bas les maisons des chanoines,
de la collégiale castrale qui se trouve ici au centre, collégiale Saint-Georges. Ces chanoines, ils ont évidemment des fonctions religieuses, mais ils ont aussi des fonctions administratives pour le Moyen-Âge. C'est eux qui gèrent les archives du comté, c'est eux qui administrent, qui récupèrent les impôts, avant qu'une administration se mette en place au XVe siècle. Pour terminer avec cette période, toujours d'un point de vue architectural, c'est la naissance du corps de ville, qui se passe dans des conditions évidemment un peu violentes. Ce corps de ville, une fois constitué, cherche un endroit pour se réunir. Il se réunit d'abord dans une église, l'église des Cordeliers. C'est quelque chose d'assez classique. Et quand il arrive à avoir assez de budget, il met en place, enfin, il achète, ou on lui donne, on ne sait pas très bien comment ça se passe, cette porte de ville pour y installer la mairie. Mairie qui occupe le lieu jusque dans les années 1980. Ce qui est intéressant avec cette porte de ville, on ne sait pas si c'est le pouvoir comtal qui la donne à la municipalité ou si c'est la municipalité qui l'achète, mais en tout cas, elle est juste en regard de la vieille tour de Fulconera, qui est vraiment la tour qui marque le pouvoir comtal dans la ville. Donc que ce soit dans un cas ou dans l'autre, ils se surveillent et l'un domine l'autre ou l'autre surveille l'autre. Enfin, c'est comme on veut. En tout cas, ce n'est pas un choix au hasard, puisqu'il y avait 3 autres portes de ville, et c'est bien celle-ci qui a été choisie. Alors très rapidement, le XVIIe, on a peut-être une phase d'intégration du château à la ville, avec César de Vendôme. Je ne rentre pas dans les détails, il y a des spécialistes dans la salle, mais il y a la construction, entre autres, d'une grande rampe, donc le château qui se trouve ici, construction d'une très grande rampe qui permet de relier plus facilement le haut au bas, et qui commence à détruire les fortifications de cet ensemble. Cette intégration disparaît, puisqu'à partir du XVIIIe siècle, les héritiers de César de Vendôme ne s'occupent plus du tout du château, n'en ont plus rien à faire. Le château tombe dans le domaine royal, qui a autre chose à gérer que le château de Vendôme, qui est pas très commode, donc on l'oublie et il tombe en ruine. Ça devient donc un moyen de récupérer les matériaux de construction pour les grands investisseurs vendômois. Donc là, je vous ai mis un texte de 1752, ils appellent le château comme le grenier d'abondance en matériaux, donc on vient piocher ce dont on a besoin. Donc là, vous avez une gravure du 18e, vous voyez que le château est déjà en partie ruiné, et là, vous avez quasiment au même emplacement le château aujourd'hui. Le démantèlement post-révolutionnaire, c'est la même logique. On continue à démonter les vestiges. Ce grand ensemble est loti, vendu au plus offrant pour en faire des carrières de pierre. On arrive au milieu du 19e, on commence à avoir une conscience patrimoniale et certains espaces sont transformés en jardins ou en parcs publics, comme d'autres espaces de la ville. Et c'est encore aujourd'hui un grand parc que vous pouvez fréquenter si vous avez de bonnes jambes. Donc en conclusion, si le château a créé la ville et qu'il n'a aujourd'hui plus de fonction si ce n'est celle de parc public, il reste un espace à part du fait de son isolement et des difficultés d'accès et un lieu visible qui marque encore fortement l'espace urbain. Je vous ai mis ici une photographie aérienne où on voit encore très bien l'emprise du château. Dans l'histoire longue des châteaux urbains, on peut faire le constat suivant, un constat qui a déjà été fait par Estelle Jeangrand-Leroux sur les châteaux et villes en Bourgogne. Quand le château est à l'origine de la ville, il s'intègre durablement dans l'espace urbain. Il demeure sous des formes multiples, des ruines, des musées, enfin des lieux patrimoniaux, parce qu'il est souvent situé sur les hauteurs et donc ou dans l'hypercentre des villes, et qui ne nuit donc pas à la croissance de ces dernières. Exemple, Vendôme, Blois, Châteaudun. À l'inverse, quand le château vient sur un espace urbain préexistant, et je ne sais pas si c'est le cas de Romorantin, mais on le saura peut-être, la ville fait généralement disparaître ce château parce qu'il bloque son développement, et on n'a plus rien, si ce n'est quelques mentions topographiques qui peuvent exister. Je vous remercie.
Parfait, merci vivement pour cette présentation. Effectivement, vous avez été parfaitement dans les temps. Nous allons en savoir tout de suite davantage sur le cas de Blois, avec certainement des similitudes et certainement aussi des particularités. Donc en accueillant Yvan Bouquef, qui est formé en histoire et en archéologie, qui a commencé sa carrière au service régional de l'archéologie, avant de rejoindre en 1998 l'équipe de conservation du Château Royal de Blois et du Musée de la Magie. Donc, Yvan est en charge des collections du musée et également spécialiste des collections magiques, j'adore ce terme, et donc va nous parler de l'histoire du château de Blois. Yvan, c'est à vous. Eh bien, merci. Alors justement, effectivement, faire le récit de l'histoire du château sans parler du château de Blois, sans parler de la ville, ça me paraît impossible. Et alors j'ai un problème d'affichage apparemment. Ouais, donc je vais... Non, mais c'est pas ça. Je vais utiliser le PowerPoint. Ça va être plus simple. Voilà. Et c'est un sujet diachronique qui mériterait, puisque je vais évoquer 2000 ans d'histoire. Ah. Affichage pleine page. C'est le PDF. Plein écran. Ça s'affiche? Non, ça s'affiche. C'est bon. Oui, voilà. C'est pas grave, il n'y avait pas de visuel pour la première diapo. Et je voulais dire que je vais essayer d'esquisser rapidement le sujet en 20 minutes. Et heureusement, il y a des points communs avec ce qui vient d'être évoqué, mais il y a également des grandes différences. Alors, pour commencer, je voudrais vous rappeler que le château de Blois est un monument complexe, puisqu'il est le produit de destruction et reconstruction qui ont donné un château. On parle aujourd'hui de 4 châteaux, en style différent, mais qui ne sont 4 châteaux que d'une partie de l'histoire du promontoire. De la forteresse médiévale d'origine, il ne reste pas grand-chose, l'essentiel, si ce n'est de visible, la tour du Foix notamment. Et le donjon devait se trouver à l'emplacement de l'aile Gaston d'Orléans, que vous voyez là. Et le promontoire, la forteresse, s'étendait jusqu'à la basse-cour, dont la limite est est aujourd'hui la maison de la magie que vous voyez là. Voilà. Alors, en introduction, je souhaitais vous montrer une petite vidéo qui résume la complexité de l'évolution architecturale du château. Et on part du XIIIe siècle. C'est une vidéo que nous avons réalisée en 2012, qui s'appuie sur des modèles de reconstitution, 5 reconstitutions du château à des époques différentes. La première, c'est celle du XIIIe siècle, qui est plus une évocation, parce que le donjon s'est inspiré de celui de Langeais. L'église et la chapelle romane est une chapelle on s'est inspiré d'une église. Alors vous voyez ensuite le passage à l'époque de Louis XII, du palais de Louis XII, puis c'est une petite vidéo qui dure que 30 secondes, donc ça va assez rapidement. Ensuite, on montre l'ajout à la place du logis médiéval, la construction de l'aile François Ier. Enfin, la perche au breton, on la verra un peu plus longtemps tout à l'heure, qui disparaît pour être remplacée par l'aile Gaston d'Orléans. Et enfin, les militaires du château qui vont abattre une partie de la galerie de la chapelle et un pavillon de l'aile Gaston pour créer une circulation vers la terrasse du Foix. Donc voilà, pour avoir en tête la complexité, si c'est bon, ça... comment j'ai fait tout à l'heure, menu, voilà. Non, c'est affiche plein écran. Voilà. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est que contrairement à Vendôme, dans l'état actuel des connaissances, on ne peut pas affirmer que le château est à l'origine de la ville. Longtemps, des historiens ont même affirmé qu'il y avait un temple antique, ce genre de choses. Et en fait, en l'état actuel des connaissances, ce n'est pas le cas.
Et donc, c'est plutôt la ville qui serait une création antérieure à celle du château. Et je vous invite, pour comprendre un peu le processus de formation de l'agglomération urbaine, à nous intéresser à la géomorphologie du site, qui se compose à l'est de l'anticlinal d'Herbault et également du plateau de Beauce qui a été recoupé par la Loire, ses affluents, donc l'Aimé de ce côté-ci, l'Annou de ce côté-ci, et surtout le Causson que vous voyez là, et la Roue, qui va nous concerner plus particulièrement. Une variété de milieux favorables qui ont permis, favorables à de nombreuses activités humaines, qui ont permis sans doute la création de la ville. Par contre, la topographie, elle, comme vous le voyez sur la carte géologique, n'a pas été très favorable, alors en particulier le Val d'Arroux, et on voit également que Vienne, à une époque, a été une île. Un dénivelé qui est montré par la coupe ci-dessous, qui est de 30 mètres entre les rives de la Loire et le plateau de Beauce, qui donc a été un frein à l'urbanisation. Les constructions se sont accumulées au fur et à mesure du temps et ont donné à cet espace, à la ville, un aspect de amphithéâtre sur la Loire, comme le disaient Jean de La Fontaine et Victor Hugo. En fait, Blois a bénéficié d'une situation géographique favorable, située à l'époque celtique sur le territoire des Carnutes. Vous voyez, elle est ici. Donc les Carnutes, dont Chartres, Tricôme et Orléans-Sénabum ont été les préfectures, on va dire. Et elle est à la limite également avec deux autres peuples qui sont les Turons, tout pour tour, et les Bituriges, Bourges, Avaricum. Cela s'est traduit par... en fait, Blois était dans un carrefour de communication sur les routes fluviales notamment, mais également les routes terrestres, commerciales terrestres, qui longeaient le fleuve, ou celles qui étaient transversales, donc la route qui longeait le fleuve Orléans-Tours, et celle qui pouvait être transversale, comme celle de Orléans-Chartres à Bourges. En ce qui concerne le pagus de Blois, on dispose, et l'agglomération gallo-romaine, on dispose de peu de sources historiques. Si vous prenez cet extrait de la carte de Peutinger, on a ici Paris, la zone qui nous intéresse est ici, avec notamment Tassiaca, dans le sud du département de Loir-et-Cher. On voit là Kayser-Auduno, Tours, Sénabot, Orléans, et Blois aurait dû être ici. Mais cette absence d'information ne prouve rien, puisque les 30 dernières années de recherche archéologique prouvent qu'en fait, l'agglomération gallo-romaine de Blois devait être d'importance équivalente à celle de Thésée, qui, elle, figure sur cet itinéraire gallo-romain, une copie médiévale. Alors, pour ça, je m'appuie sur les travaux de Viviane Aubourg et Didier Josset, qui, depuis 30 ans, ont mené des études archéologiques sur la Loire, le lit de la Loire. Je les ai déjà aidés à ce sujet. Nous avons notamment pu dater le pont gallo-romain en bois, par dendrochronologie que vous voyez ici. Et l'étude des franchissements a prouvé une chose, c'est que le Val de Blois, l'agglomération et les occupations se sont développées de part et d'autre sur les deux côtés du fleuve grâce à ces franchissements, que c'est occupé en moins sans interruption depuis le IIIe siècle, et que une partie du parcellaire a pu être conservée. Si vous regardez le pont gallo-romain, il correspond aujourd'hui à la rue Munier, et notamment la fouille de l'ancien hôpital psychiatrique derrière l'être Saint-Saturnin a révélé qu'il y avait un sanctuaire d'origine gauloise, transformé à l'époque gallo-romaine, pérennisé à l'époque gallo-romaine avec l'installation d'un fanum et d'un portique, et que, notamment, effectivement, le parcellaire qui correspond aussi à l'être Saint-Saturnin est certainement d'origine antique. Donc il a été conservé jusqu'à nos jours. Pour la géomorphologie du château, alors là je vous ai mis une photo prise, j'étais au-dessus du clocher de Saint-Nicolas, d'un des clochers, enfin d'une des tours de Saint-Nicolas lors des restaurations du toit. Donc on voit bien, on devine derrière, on voit bien à l'avant que le château est sur un promontoire surélevé. En fait, ce promontoire a été créé par
c'est derrière, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure, le Val de la Roue, qui est aujourd'hui cet affluent de la Loire qui est aujourd'hui complètement canalisé et invisible. Par contre, la rue des Fossés que vous voyez ici, elle, d'après les géologues, n'est pas d'origine naturelle. Par contre, on n'a aucun élément de datation. Et étant donné la grande quantité de matériaux qu'il a fallu excaver et déplacer, on peut imaginer donc que c'est pour créer un éperon barré et installer la forteresse que l'on a créé ces fossés. Certainement pour protéger la ville qui était en contrebas. Alors la ville gallo-romaine, elle se développe essentiellement en contrebas, l'actuel quartier Louis XII. Puis ensuite, la ville médiévale, on va voir un peu comment elle évolue. Alors se pose la question également. Alors effectivement, certaines théories parlent aussi éventuellement d'un oppidum. Là, on ne peut pas encore répondre à ça. Il faudrait fouiller l'intérieur des bâtiments. Donc effectivement, il n'y a que 15, à peine peut-être moins de 15% de la zone de promontoire du château que vous voyez ici, donc cet éperon barré, qui a été fouillé, et le reste étant aussi très occupé par du bâti, qui bien sûr masque et a effacé une partie des anciennes occupations. Et comme certaines sources comme Grégoire de Tours, on y revient, là aussi il y a des trémissis, alors ce ne sont pas des triens, mais des trémissis d'or qui sont frappés à Blois avec la mention Blezo Castro. Donc dès le 7e siècle, dès la période mérovingienne, on pense qu'il y avait un atelier monétaire dans un Blezo Castro, et il n'y a pas de raison de penser que ce Blezo Castro était ailleurs que sur le promontoire du château actuel. Sans doute à l'emplacement de ce qui a ensuite été le donjon, puis l'aile Gaston d'Orléans, puis la Perche au Breton, etc. En revanche, on a plus de données historiques et archéologiques à partir du 8e siècle. Le comté de Blois évolue et il est géré directement par un vicomte pour le roi des Francs. Et il évolue en fonction des alliances et des conflits. En 903, c'est-à-dire sous le règne de Charles III dit le Simple, on atteste d'un Vetus Castellum, c'est-à-dire un vieux château, et donc effectivement le château est déjà vieux à cette époque-là. Et avec l'étiolement du pouvoir des Carolingiens, Thibaut Ier de Blois prend son indépendance en remportant des succès militaires et également par une stratégie matrimoniale en épousant l'Edgarde de Vermandois. Son domaine finit par enserrer le domaine du roi franc, que vous voyez en jaune sur la carte, et en marron, c'est le domaine des comtes de Blois, avec des possessions en Champagne, obtenues par le mariage avec l'Edgarde de Vermandois en 944. Chartres et Tours font partie également du comté de Blois. Cette richesse du comté est également prouvée par les fouilles archéologiques menées dans certains endroits de la ville et sur le promontoire du château. Ici, vous avez un petit échantillon de ce que nous avions exposé dans l'exposition Blois-Château en l'an 1000 en 2000, et donc publié dans le catalogue de l'exposition. Et essentiellement, ce que prouve la richesse de ce mobilier, c'est un essor de l'activité économique carolingienne dans la ville, mais surtout, effectivement, concentré, je veux dire, sur le promontoire du château, avec une partie du mobilier. Là, vous le voyez, c'est ce qu'on a essayé de montrer avec ces reconstitutions, ces belles photos, qu'une partie du mobilier était quand même un mobilier assez luxueux, destiné aux comtes et à leur entourage, et notamment, vous voyez ici, un verre reconstitué. Alors, le verre médiéval se conservant très très mal, contrairement au verre gallo-romain. Vous voyez l'aspect assez noirâtre. C'est une question de composition chimique du verre. Autre trace de l'importance du site à partir du Xe et XIe siècle. Vous avez ici à droite un fragment du rempart médiéval du Xe siècle qui se situe derrière la maison de la magie, c'est-à-dire à l'extrémité est du promontoire. Et également, vous voyez ici devant l'aile Gaston d'Orléans, nous avons retrouvé le fossé médiéval. Donc là, deux coupes du fossé, un zoom sur la coupe qui est ici, qui montre l'existence du donjon. Alors, on parle d'un donjon, les sources parlent d'une tour forte en pierre, notamment au XIIe, XIIIe siècle, mais il faut bien imaginer qu'on a certainement au moins 3 castrats différents, et certainement le premier mérovingien qui devait être en terre et en bois.
L'essor économique à partir du XIIe puis XIIIe siècle permet également l'essor de la cité médiévale de Blois. Alors là, j'en profite pour faire une petite peu de publicité pour les collègues archéologues et les collègues, le dessinateur notamment, qui ont travaillé là-dessus. Alors l'ouvrage Bulle d'archéo est toujours en vente à la boutique du château d'ailleurs. Une petite restitution de la ville au XIIIe siècle, d'ailleurs. Première chose qui saute aux yeux, ce sont les remparts, et également le pont. Et cet essor de la prospérité des comtes de Blois profite à la ville, puisqu'en 1196, une charte de Louis Ier, qui est le comte connu pour être mort en 1214 à Andrinople lors de ce qui était censé être la 4e croisade, mais qui est devenu un raid pour des pillages en fait, il émet un édit qui réglemente la vie de la ville et qui donna un peu d'autonomie fiscale à la ville, et également il affranchit les serfs qui peuvent être désormais propriétaires tout en payant une redevance. C'est une gestion que la famille de Châtillon, qui rachète le comté en 1241, poursuivra elle aussi. Donc, comme symbole de cette prospérité, une petite reconstitution du château à partir des données iconographiques, mais surtout des travaux, comme je vous le disais, ces dernières décennies dans la Loire. La prospérité économique s'accompagne d'un certain nombre de progrès techniques. Et ici, le pont disposait par exemple de 5 moulins, de lavoirs, de pêcheries. Ah, j'ai oublié de vous montrer au passage un des apports. Vous voyez ici ces grands biais qui traversent la Loire, qui sont encore visibles aujourd'hui lors des étiages bas de la Loire. C'était des duits qui canalisaient le courant pour amener les poissons vers des pêcheries qui se situaient au bout. Et donc, il y avait également des pêcheries au niveau du pont, et le pont avait sa chapelle, sa propre chapelle, et des tours de défense, et bien sûr une porte que vous voyez ici, qui était certainement encore contrôlée par les officiers du roi, du comte de Blois, je veux dire, j'anticipe. Le développement de l'agglomération s'étant accompagné également avec l'installation, favorisé également avec l'installation d'établissements religieux, notamment Saint-Lomère à l'ouest de la ville, et la création des paroisses qui a accru cette transformation rapide de la ville. Je fais un focus sur les défenses, les remparts de la ville, et en particulier celle du château, puisque le château servait à la défense de la ville. Ici, donc, un extrait de la maquette 3D que nous montrons dans la salle des États généraux et dans les salles d'architecture. Notamment, ce que vous pouvez encore voir aujourd'hui, les vestiges de la Tour du Foix, qui était l'une des poternes, c'est-à-dire l'une des portes piétonnes qui permettait la circulation entre la ville et le château pour la défense, assurer la défense du quartier et de la porte ouest de la ville qui se situait juste en dessous. Également, ici, vous avez la poterne de ce qui est aujourd'hui les degrés des Jacobins, et vous pouvez voir dans l'un des murs de ces degrés qu'on conserve les traces d'un passage d'une herse et de certaines autres structures de cette porte. Et enfin, la porte principale était la rue de la Voûte, que vous connaissez pour avoir certainement être allé visiter le château, qui était équipée de 2 portes et d'un pont-levis. Alors, au XIVe siècle, l'histoire est longue du château, donc je suis obligé de passer rapidement sur les grandes lignes. Au XIVe siècle, le château devient propriété des ducs d'Orléans, qui s'y réfugient lorsque Louis Ier est assassiné, et Valentine Visconti s'y réfugie avec ses enfants, et notamment avec le père du futur Louis XII. Dans le contexte de la guerre de Cent Ans, une partie des maisons des faubourgs sont détruites pour renforcer les remparts, et peu à peu, la basse-cour est également du château colonisée par des habitations, et de l'habitat privé notamment, et notamment les habitations des chanoines de l'église de Saint-Sauveur. Mais le changement le plus radical qui a connu le château grâce au duc d'Orléans, c'est lorsque le duc Louis II devient le roi de France Louis XII. Il profite du fait que la paix s'est installée dans le royaume, que les fortifications sont devenues obsolètes, pour transformer le château de Blois en palais urbain.
Le château devient alors un outil de communication. Il sert également à la stratégie de la diplomatie. Et en 1501, l'aile que vous voyez ici, avec la statue équestre de Louis XII, accueille les parents du futur Charles Quint, l'archiduc d'Autriche et sa femme, en visite diplomatique, puisque c'était une visite destinée à négocier le mariage du futur Charles Quint avec Claude de France. Cela s'accompagne d'une transformation de la ville qui devient cité royale, avec une évolution, elle, tout aussi rapide et radicale, puisqu'une partie de la cour va s'établir durablement dans la ville et transformer une partie de la ville médiévale en installant des hôtels particuliers. Vous voyez ici l'hôtel d'Alluy à gauche. Et ça s'accompagne d'un essor économique avec l'installation d'un d'artisanat de luxe et de commerce de luxe, notamment, personnellement, je souhaitais mettre en avant l'orfèvrerie et l'horlogerie. Lorsque Julien Coudray, qui était écuyer et horloger du roi, il fonde une dynastie qui va rester à Blois, importante au moins jusqu'au XVIIe siècle. L'autre fait, on va dire, urbain important, c'est à l'entrée de la ville médiévale, les jardins royaux qui sont construits et qui vont même influencer également la ville de Blois. Alors, jardin construit par le jardinier italien Pacello da Mercogliano et le fontainier tourangeau Pierre de Valence, qui a une certaine importance, puisque d'autres châteaux de la Loire et même dans la ville de Blois, on va installer un certain nombre d'aménagements qui se trouvaient dans ces jardins, comme les jeux de paume et les fontaines. Pour le séjour de François Ier et de Claude de France, eh bien, ce qu'il faut retenir, c'est la construction de l'aile, mais qu'à partir de 1524, François Ier va peu à peu s'installer plutôt à Fontainebleau, qu'en 1544, sa bibliothèque d'ailleurs y est transférée, et ça va commencer à mettre un frein à l'activité économique de la ville, en particulier sous les derniers Valois, avec les guerres de religion. Les derniers Valois n'y viennent que par intermittence, juste les quelques travaux pour le château et la ville seront essentiellement des travaux de rénovation et d'entretien. La ville qui va subir quelques dégâts, notamment lorsque Condé va prendre à la tête des troupes protestantes la ville en 1562. Et sur le plan économique, c'est l'émigration d'un certain nombre d'artisans spécialisés, comme les tisserands et les horlogers, qui va accentuer le déclin économique de la ville. Durant les séjours d'Henri IV, Marie de Médicis et Gaston d'Orléans, des séjours qui seront là encore épisodiques, sauf pour Gaston d'Orléans qui va s'y installer plus durablement. On peut parler de la galerie construite par Henri IV dans les jardins, les bastions du château qui sont construits, commandés par Marie de Médicis pour héberger les pièces d'artillerie, et enfin Gaston d'Orléans qui fait construire l'aile commandée par François Mansart, mais qui, à partir de 1638, n'a plus le budget pour financer ses travaux. Il continue à habiter dans l'aile François Ier et se concentre sur ses jardins et ses collections botaniques jusqu'à seulement en 1660. À partir de ce moment-là, le château est peu à peu abandonné. Il aurait dû être détruit, comme c'était le cas du château de Vendôme, mais il est transformé, faute d'acquéreur, en 1788 en caserne militaire pour l'installation d'un régiment d'infanterie, le Royal Comtois. Mais tout en sauvant de la destruction, ça l'a quand même profondément transformé et dégradé. La ville, elle va bénéficier économiquement du séjour des soldats. En 1838, on peut compter jusqu'à 2500 soldats qui dorment dans le château. Et enfin, lorsque Napoléon transfère la propriété des casernes militaires aux municipalités qui les hébergent, eh bien, la ville de Blois devient propriétaire du château, et cela renforce le lien qu'il y a entre la ville et le château. À partir de 1845, le château étant tellement lié à l'histoire de France qu'il est l'un des 3 seuls monuments financés par la Commission des monuments historiques pour sa restauration, et on le destine à être un site touristique consacré à la célébration des séjours royaux et notamment de l'histoire des Valois. Mais en 1850, Eugène Riffaut, le maire de Blois, décide d'y installer un musée, il fait un appel aux dons, et le nombre d'œuvres données est tellement important que la municipalité impose d'installer, à partir des années 1860, le musée dans l'aile Louis XII, qui ne sera donc pas scénographié comme le château.
Alors je vais rester un petit peu sur cette voie. Dans le même temps, sur cette iconographie, je veux dire, une vue des alentours de 1850, on voit ici, ce qui est important de voir, c'est la gare, et ici, notamment, le boulevard Jean Lesgrais, qui est créé à ce moment-là pour faire une circulation avec le château. Mais, du coup, même si la création du quartier de la gare a permis l'essor, par exemple, de l'usine Poulain et le développement du tourisme, eh bien, cela a engendré la destruction d'une partie des terrasses des jardins royaux. Aujourd'hui, je voulais terminer là-dessus, on est encore dans cette double injonction contradictoire du développement du tourisme, avec une surfréquentation des grands monuments qui peut menacer leur conservation. Et je voulais terminer en disant que ce sujet est si vaste qu'il mériterait, comme le programme commun de recherche qui a lieu sur la Loire, d'un programme spécifique de recherche. Merci beaucoup Yvan pour ce parcours passionnant à travers les siècles du château de Blois. Nous passons sans transition à la présentation de Pascal Briouat. Est-il besoin de le présenter? Éminent spécialiste de Léonard de Vinci, enseignant à l'Université de Tours et au Centre d'études supérieures de la Renaissance. Je vous laisse tout de suite la parole pour cette présentation sur Léonard et Romorantin. Alors, je vais essayer de... Pardon. Je vais essayer de présenter les choses comme une enquête policière en partant de l'invitation de l'amiral Gouffier de Bonnivet à Léonard de Vinci, qui transite par un ambassadeur au Vatican. Et dans cette lettre, Gouffier de Bonnivet rappelle à Léonard, on est en 1516, on est au printemps 1516, que Léonard est attendu de pied ferme par Louise de Savoie et par François Ier. Alors Léonard hésite, mais finit par se décider que oui, c'est possible de finir sa vie à Amboise. Alors c'est une histoire ancienne que cette enquête, dont on peut remarquer qu'elle commence dans les années 1900 avec les travaux d'Edmondo Solmi que vous avez ici à gauche. Solmi est le premier à avoir vu que Léonard avait un projet à Romorantin. Cette découverte, elle est reprise par mon regretté collègue Carlo Pedretti, le pape des études léonardiennes, qui en 1975 écrit The Royal Palace of Romorantin, donc un grand travail effectué depuis Los Angeles, donc ça aide pas pour bien connaître le territoire. Et puis, ensuite, on a repris ces travaux dans les années 2000 avec toujours Carlo Pedretti et le directeur du musée de Vinci et moi-même. On a essayé de comprendre ce qu'il en était véritablement de ce projet en allant voir les choses locales et les archives locales. Parce qu'effectivement, il n'y avait pas d'archives dans les archives royales, les très célèbres double K. On n'avait pas de source sur cette construction du palais, donc on n'avait que la possibilité d'y retourner à partir des quelques dessins fort rares de Léonard de Vinci. Et beaucoup de collègues disaient, mais... ces trois confettis, vous n'allez pas nous casser les pieds avec ça. Eh ben si. Et puis, récemment, donc nos idées ont été remises en cause par Martin Clayton du musée de Windsor, gardien des œuvres de la collection royal de Windsor sur Léonard de Vinci, qui pensait que ça ne pouvait pas être Romorantin et que c'était Amboise. Je vais vous prouver que non.
Reprenons. Alors, ce qu'on peut faire, c'est une enquête rétrospective. Partir du 19e siècle, parce que voilà, on n'a pas les sources. On n'avait pas les sources. Donc en 1818, on a ce texte de Lambeau de Fougères qui dit on commença par élever le mur du parc et l'on conçut en même temps le plan d'un magnifique château dont on jeta sur la rive droite de la Sauldre les fondements qui se voyaient encore il y a peu de temps. Donc mystère là, de quoi parle Lambeau de Fougères? Il peut parler ça c'est la sous-préfecture de Romorantin, injustement méconnu, mais c'était quand même le château de Louis de Savoie, qui s'était prolongé, vous voyez, par un château qui n'existe plus aujourd'hui. Vous avez toujours la sous-préfecture, mais vous n'avez plus... ça fait quand même 80 mètres de longueur, donc c'est pas rien. Mais tout ça a disparu. Alors, est-ce que Lambeau de Fougères parle de cette prolongation du château de Louis de Savoie, ou est-ce qu'il parle du mur élevé autour d'un parc? Un mur intéressant parce que dessus il y a des pierres avec un décor vitrifié qui date effectivement du XVIe siècle. Et voilà, c'est le départ de l'enquête. L'enquête pouvait se faire à partir de quelques sources disponibles. Alors, déjà, par exemple, dans le Codex Atlanticus, qui est un des codices sur lesquels travaille Léonard, vous avez des choses qui rappellent Romorantin. Par exemple, cette porte-fenêtre rappelle des décors de l'actuelle sous-préfecture de Romorantin. Et puis, vous avez quelques petits détails ici, vous voyez, qui déjà désignent Romorantin. Alors, je pars des attaques de mon collègue Martin Clayton, qui dit que voilà, il y a ce dessin-là. Alors déjà, il faut assumer que ce dessin-là est véritablement un des dessins du palais de Romorantin. Et il dit, regardez, ça ressemble à l'île d'Or d'Amboise. Alors, nego consequentiam, je trouve pas que ça ressemble beaucoup. Et puis il y a un problème, c'est que l'île d'Or, on savait dès l'époque de Léonard, et puis on l'a su par la suite, qu'elle a été régulièrement inondée, cette île d'Or. Donc construire un palais sur une île régulièrement inondée, j'imagine que c'est pas possible. Mais à la limite, c'est aussi une hypothèse. Alors on va faire mieux. On va partir des dessins de Léonard, les confettis de certains collègues. Alors, le plus beau dessin qu'on ait de Léonard, vous allez me dire c'est pas grand-chose, mais il est justement dans la collection de Windsor. La question c'est où se trouvait ce palais que vous voyez ici. Alors vous voyez que c'est un palais quadrangulaire avec des arcades, dont des arcades donnant sur une rivière, avec vous voyez toute une série de gradins, et puis non pas des tours quadrangulaires mais des pavillons, ce qui est déjà assez moderne, sachant qu'on est ici vers 1500, probablement 1517 quand c'est dessiné. Alors, autre dessin très intéressant du Codex Atlanticus, ce dessin qui est accompagné d'un texte qui porte un certain nombre d'éléments. Par exemple, ici, il y a la Strada d'Ambose, la rue d'Amboise. Alors ça, c'est intéressant parce que si c'est la rue d'Amboise, on n'imagine pas que ce soit Amboise. Voilà. Et par ailleurs, bon, je vais commenter ce dessin ultérieurement, mais on peut zoomer sur quelques petits détails qui sont tout à fait intéressants et pas du tout italiens. Une salle quadrangulaire à l'intérieur d'une tour. Ça, c'est pas du tout italien. C'est très français. Et il se trouve que dans la sous-préfecture actuelle, ex-château de Louis de Savoie, il y a des salles quadrangulaires à l'intérieur de tours circulaires, des choses qu'on retrouvera à Chambord par la suite. Alors, il est question aussi chez Léonard d'écuries automatiques. Malheureusement, les écuries automatiques de Léonard, elles renvoient à une période qui est une période milanaise. Mais vous voyez que ici, devant le château, vous avez deux écuries
des places avec des fontaines, des colonnades, des écuries très nobles qui se fondent sur les écuries romaines d'époque impériale. Mais des écuries avec, si je vous en parle, c'est que ça va avoir son importance, le foin tombe directement dans les mangeoires, le purin est récupéré avec des galeries souterraines qui sont là pour l'évacuer. Autre élément qui permet de se dire qu'on est bien à Romorantin, un petit texte à noter, non pas par Léonard, enfin, certains chiffres sont par Léonard puisqu'ils sont écrits, là, il y a Ponte qui est écrit en langage spéculaire, donc ce dessin est bien de Léonard, mais le commentaire à côté de Melzi, son apprenti, à la quarta de mezzo diverso sirocco, à la terza di mezzo diverso sirocco, c'est quoi? C'est les directions des routes, mesurées avec une boussole, qui disent, bon ben voilà, on fait 100 pas, là on a la petite brouette odomètre, il y a 100 pas, au-delà des 100 pas, pouf, on s'oriente vers le sud, etc. Et tout ça, c'est donné. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez en fait un petit parcours Melzi dans Romorantin. Ici, c'est l'église principale de Romorantin. Ici, devant, il y a un pont. Ici, vous avez des villes où il y a actuellement le musée de Sologne. Et il s'agit de construire et d'aménager une route qui va de l'autre côté de la Sauldre. Donc là, on est bien à Romorantin. Il faut savoir que moi, je ne remonterai pas, je vous rassure, au Moyen-Âge, à l'Antiquité, etc. Donc, pour essayer de faire plus court, mais laissez-moi remonter quand même jusqu'à 1512. En 1512, déjà, donc bien avant l'arrivée de Léonard, qui est plutôt 1516-1517, il y a des travaux importants de transformation de la ville de Romorantin. Ce qui m'intéresse le plus, c'est ceux qui ont lieu en janvier 1516, puisque on voit la somme de 8 livres, 7 solsidonies tournois pour 67 journées de manœuvre qu'ils ont vaqué à faire le chemin depuis le pont au Loup jusqu'à la grange du Chastel du dit lieu de Romorantin, par au-dedans des vignes de Frédure, le long du chemin à aller de Monceau à la dite grange. Bon bref, il y a des travaux d'aménagement, et notamment des travaux d'aménagement pour apporter des matériaux dans un certain endroit de Romorantin. Vous voyez qu'on a toute une série de lieux-dits qui vont nous permettre d'avancer. Autre élément qui prouve que c'est Romorantin, un dessin de Léonard dans le Codex Arundel cette fois, qui montre un escalier en bois. Alors il y en a beaucoup dans la région, il y en a beaucoup dans le Loir-et-Cher, il y en a, je sais que mes collègues les connaissent, et même ça va jusque dans la Sarthe pratiquement. C'est avant Léonard. Léonard le dessine, mais ce n'est pas Léonard qui l'a fait. Léonard est bluffé par ce travail de menuiserie où il y a 2 rampes qui se lovent autour d'un truc central. Alors, il dessine aussi la façon de le fabriquer avec des coupes, comme il fait. Et ici, on en a récupéré un qu'on a placé dans le musée de Sologne. Reste à savoir où placer le projet de palais. Ce que je vous ai dit, est-ce que c'est le prolongement du palais de Louise de Savoie ou est-ce que c'est autre chose? Alors, on a une chance, c'est que toujours dans cette histoire rétrospective, on a le cadastre de 1820. Et le cadastre de 1820, ici vous avez le château de Louise de Savoie. Il n'y a plus le prolongement. Et ici vous avez un énorme espace laissé libre qui, toujours sous Napoléon, est resté on n'y touche pas. C'est le grand jardin. Alors, tout le cadastre nous permet aussi de repérer des lieux-dits. Le Grand Mousseau, le Pont au Loup dont il était question dans le texte précédent, le Petit Mousseau, les Quintaines. Bon, tous ces textes-là vont nous servir. Alors, voilà où
merci Google Earth, nous permet de resituer à peu près l'endroit où aurait été construit où aurait été construit le château. Alors là, c'est mon collègue Jean Guillaume, grand historien de l'architecture, qui croisait le fer avec Carlo Pedretti sur où pouvait avoir été mis le château. Alors globalement, voilà un des plans possibles de Léonard. Vous voyez le château qui se trouve à gauche, plus les écuries, plus une ville, enfin un quartier idéal, plus une très grande place devant. Tout ça se serait placé sur cet espace dit du Grand Jardin. Pour vous donner une petite... 400 mètres de long quand même. 400 mètres de long, Chambord c'est 100 mètres. Donc c'est pas un petit truc. C'est le grand projet. Alors, on a aussi, vous vous rappelez peut-être, pour économiser des diapositives, je n'ai pas remis le palais simple avec 2 écuries en L, mais il y a un texte, parce que Léonard, ce n'est pas juste des dessins, un album à colorier, c'est aussi des textes qu'il faut lire, traduire et méditer. Le palais du prince doit avoir en face de lui une place. Les salles où l'on doit danser, faire des sauts ou divers types de mouvements avec une foule de gens doivent être au rez-de-chaussée, car j'en ai vu qui se sont écroulés, causant ainsi la mort de nombreuses personnes. Et surtout, débrouille-toi, Léonard se parle à lui-même fréquemment, débrouille-toi pour que chaque mur, si mince soit-il, repose sur le sol ou sur des arches bien plantées. Que les divisions des habitations soient faites de murs de briques non charpentés de bois afin de limiter les risques d'incendie. Les lieux d'aisance seront pourvus d'ouvertures pour l'aération, prises dans l'épaisseur des murs, de façon à ce que les odeurs s'évacuent par les toilettes. C'est quand même important, les toilettes. Les mezzanines seront voûtées et d'autant plus solides que leur nombre sera plus restreint. Les charpentes de chêne seront encastrées dans les murs afin d'éviter que le feu ne les endommage. On voit les obsessions de Léonard. Les incendies, c'est un problème. Que les lieux d'aisance, excusez-le d'y revenir, soient nombreux et attenant l'un à l'autre afin que leur odeur ne se répande point à travers les habitations. Il faudra aussi que leurs portes soient munies de contrepoids pour qu'elles se ferment automatiquement. Des toilettes avec des portes automatiques, c'est magnifique. 80 brasses de large et 120 brasses de long sur le plan du rez-de-chaussée, joutes en canot. Les compétiteurs pourront être montés sur des canots. Fossé 40 brasses, route en contrebas. Alors, plusieurs plans possibles. Là, un plan, vous voyez, toujours dans le Codex Atlanticus. Donc, Léonard hésite entre plusieurs possibilités. Un plan où on a un palais, ici, avec les écuries qu'on retrouve devant. Et la sauldre, tout ce qui est assuré, c'est la sauldre canalisée. Donc, Venise sur Saudre. Et ici, Stalle, c'est écrit toujours en langage spéculaire, Stalle, c'est-à-dire les écuries. Alors, des écuries aussi grandes que le palais, plus les écuries de l'autre côté. Il faut être sûr. Les écuries, c'est ce qui est visé, c'est 200 destriers de guerre qui valent chacun autant qu'une Ferrari. Le symbole du cheval sur la Ferrari est tout à fait adéquat. Autre possibilité, on prend 2 palais parallèles. Ça, c'est le maximum. C'est-à-dire un palais d'un côté de la Saudre, un palais de l'autre côté de la Saudre. Et vous voyez, vous retrouvez ici les plans, le plan du... Je ne dirais pas une ville idéale, mais d'un accroissement pour loger la cour. Le but du jeu, c'est de loger la cour et quand elle vient. Et puis ici, des places où tout installé. Ici, vous voyez toujours le plan quadrangulaire avec des pavillons, des tours d'angle, on ne sait pas encore, Léonard n'a pas encore décidé. Alors, il faut comprendre que la raison pour laquelle Léonard a été appelé par Louise de Savoie et François Ier, c'est que les rois de France, n'en déplaise à l'aile de Blois, n'ont pas vraiment de quoi recevoir les cours étrangères. C'est-à-dire que même pour organiser un grand mariage, ça ne le fait pas, il faut des plantes. Il faut des tentes un peu partout qu'on doit planter. Et Léonard, lui, connaît un certain nombre d'endroits en Italie
où il y a ce qu'on appelle des reggias. La reggia, c'est un endroit où on peut loger la cour et éventuellement les officiers pour travailler sérieusement. Par exemple, à Urbino, il a eu l'occasion de voir le magnifique palais du duc d'Urbino, à l'époque où il appartenait à César Borgia. À Florence, la belle villa de Poggio a Caiano, qui est très intéressante parce qu'elle a un plan avec de multiples symétries. Et vous voyez là aussi des colonnades qui donnent sur le jardin. Et puis le palais du Belvédère à Rome, où il a logé. J'aurais pu parler du palais Madame, mais en tout cas, il y a des modèles possibles en Italie que Léonard a vus. D'autre part, Léonard, en 1515, fin après Marignan, est sur un projet des Médicis pour essayer de retravailler le plan de Florence. L'idée, c'est que en face, vous voyez là, c'est le Duomo à Florence. Ici, c'est le Palazzo Medici Riccardi actuel. Léonard se dit, on pourrait faire un autre palais en face et faire de tout ça un quartier Médicis. Un quartier, pas une ville. Un quartier, comme à Ferrare, comme l'extension herculéenne de Ferrare, par exemple. Et puis, tant qu'à faire, utiliser San Lorenzo, la grande basilique de Brunelleschi, faite qui est la basilique familiale des Médicis, et lui rajouter une jolie façade. Donc Léonard a déjà pensé, même dans des années récentes, en 1516, l'année d'avant, il a pensé à améliorer une ville. Donc là, il s'agit bien d'améliorer une ville, celle de Romorantin. Alors, on a, ça c'est au musée de Sologne actuellement, avec mes collègues de Vinci, on a proposé non pas le palais tel qu'il aurait été, mais différentes solutions alternatives. Là, vous voyez la tour avec les choses carrées. Donc, on a tout placé sur le plan du Codex Atlanticus. Là, sont les écuries. Et puis, ici, vous voyez qu'on a hésité entre des solutions. Urbino, le Belvédère, la Palazzo Madame, etc. Et vous voyez qu'on hésite aussi entre des pavillons carrés et des tours circulaires, parce que Léonard lui-même n'a pas décidé. Je lis. Alors, c'était les écuries. Les travaux préparatoires, c'est ça qu'on a retrouvé. Notre enquête, elle a été locale. Par exemple, il y a ce plan de Léonard qui représente la Sauldre que vous voyez ici, qui va se verser dans la Loire. Et puis ici vous avez le Cher. Et ici vous avez un truc un peu bizarre parce que ça remonte en amont de Romorantin, et c'est un canal qui n'existe pas en vrai, du moins le croyait-on. Et en allant au péril de nos vies, parce qu'il y a des propriétaires avec des chevrotines qui sont assez touchy sur l'affaire, on est allé en amont de Romorantin sur le Rio Mabon. N'y allez pas, enfin, en tout cas prenez vos responsabilités. Et on a retrouvé là, non pas un canal, c'est ridicule ce truc, mais c'est un canal de faisabilité qui reprend exactement le plan de Léonard. C'est-à-dire que l'idée de Léonard, c'était de détourner le Cher, la Sauldre n'est pas navigable. Donc détourner le Cher, remonter 30 mètres de dénivelé avec un train d'écluse et abonder la Sauldre en eau, mais aussi en matériaux de construction. Donc premier travail, quand Léonard arrive là, sans doute à l'automne ou au début de l'hiver 1516, c'est de repérer tous ces endroits. Léonard a d'autres petits projets, l'un d'entre eux, toujours avec, vous voyez, le Cher, la Sauldre, la Loire, tout ça. Au bout du trajet, là, il met Lyon, c'est-à-dire faire un petit canal qui va jusqu'à Lyon. C'est assez compliqué, hein, parce que quand vous regardez, vous voyez, là, il y a quand même les monts du Lyonnais, c'est pas facile à passer, donc ça, il dit pas trop comment il a... Enfin, il voudrait quand même aller jusqu'à Lyon. L'enjeu est de taille, c'est-à-dire qu'en remontant
le Rhône. On peut, si on arrive à régler le problème de la rupture de charge, on peut arriver vers la Loire, et donc Rhône, Loire, enfin système ligérien, donc ça veut dire Méditerranée, océan Atlantique, en évitant l'Espagne, ce qui, à l'époque de François Ier, est un problème. Alors, donc, premiers travaux, donc, ces histoires de canalisation qui sont là pour apporter les matériaux sur place. D'accord, ben je vais essayer ça. Deuxième travaux, créer, alors bon, on a réussi à trouver ça, je vous ai dit qu'il n'y avait rien dans les archives d'État, en revanche il y a quelque chose dans les archives municipales, et grâce aux étudiants de Tours, dont vous avez les noms ici, bon, je vous le fais vite, en gros, ils ont surélevé une levée au-dessus de la Sauldre, à 5 mètres au-dessus de la Sauldre, et c'est énormément de chariots pour lesquels on a les noms de tous les gens qui ont travaillé sur le projet. C'est pas un petit truc, hein. Entre 1516 et 1518, il y a eu, vous voyez, on a mis par exemple des tombereaux de Pierre de Longueval, ils ont ouvert des carrières exprès, des silex à tête de chat. Alors, vous pourriez ne pas me croire, mais dans ce cas, moi je suis allé voir les archéologues, on les a payés pour faire des tranchées. Et notamment l'archéologue qui a travaillé sur Chambord. Et là, vous avez quelque chose de magnifique, c'est-à-dire que les 5 mètres surélevés, c'est pas de la terre locale. C'est des marnes et des silex qu'on a fait venir spécialement là. On peut dire autre chose, c'est que à l'intérieur de cette levée, on a découvert aussi des canalisations qui ressemblent complètement à celles des canalisations des écuries. On est allé les explorer, etc. Bon, bref, peu importe la chronologie, peu importe le montage financier, en gros, on fait ça avec les gabelles que vont payer les Romorantinais. Donc c'est normal que ça apparaisse pas dans tous les cas, parce que c'est local. Voilà la levée qui ressemble à rien, je suis d'accord. En même temps, il fallait moderniser Romorantin. Vous voyez, Romorantin au départ, c'était ça. 1512, c'est ça. Et pour répondre à ta question tout à l'heure, le château, c'est là. Donc, on exploite effectivement tous les espaces. Et la ville a été très largement retapée. Par exemple, l'église Saint-Florentin. Vous avez, je crois que c'est Saint-Florentin. Saint-Étienne, pardon, je confonds avec l'église Saint-Étienne de Romorantin, récemment retapée. Il y a beaucoup de chapelles qui datent de l'époque de Louise de Savoie. Et peut-être des petits aménagements amusants. Imaginez que Léonard de Vinci, François Ier, Louise de Savoie vont écouter la messe. Là, il y a des pots acoustiques. Des pots acoustiques sur lesquels Léonard a écrit des choses. Hein, perché il vaso sonoro. Voilà. Ces pots acoustiques, c'est augmenter la capacité acoustique de cette église. Bon, je passe ça c'est une des découvertes relativement récentes à Romorantin. On a découvert dans l'église de Romorantin, derrière, totalement planquée derrière du bois, une horloge incroyable de l'époque de Léonard. Au départ, elle n'était pas dans l'église de Romorantin, mais dans ce donjon aujourd'hui disparu de Romorantin. Et, je vous le fais vite, mais cette église, cette horloge, qui est une horloge à poids, contemporaine de Léonard, et en 1518, il y a un serrurier qui est payé pour la réparer. Elle est assez incroyable. Je ne dis pas que c'est une horloge de Léonard, je dis que c'est une horloge, un gros engin mécanique de l'époque de Léonard. Voilà. Alors, le quartier pour loger la cour, et c'est comme ça que je finirai. Vous voyez, ça, c'est une reconstitution qu'on avait faite avec Patrick Foch, qui est un cinéaste toulousain. Et alors là, on a fait, puisque de toute façon, on sait que le château n'a jamais été construit. Qu'est-ce qu'on a fait?
on a représenté le projet maximal, c'est-à-dire deux palais parallèles, et puis devant, bon, vous voyez, vous avez vu le dessin, donc vous savez qu'on n'a pas grand-chose sur ces maisons, mais les maisons, Léonard dit, en fait, il faudrait prendre toutes les maisons de Villefranche, qui est un petit village en bas sur le Cher, et les ramener à Romorantin et les mettre en ligne. Et voilà, donc voilà des maisons à pans de bois de Romorantin, donc vous les voyez. Et puis on les montrait, on les démontrait et on les remontrait sur place, sur des grandes places où il y aurait, par exemple, des fontaines magnifiques autour des écuries. Voilà. Je ne vais pas parler de la suite, le lien entre Chambord et Romorantin. Je vous en parlerai une autre fois, ou si vous avez des questions. Voilà. Merci beaucoup. Effectivement, on sait combien l'exercice est difficile de tenir dans quelques dizaines de minutes. Mais je pense qu'il était important de pouvoir garder un tout petit temps d'échange et de questions, peut-être, voilà, s'il y a dans l'assistance des personnes qui brûlent d'en savoir plus sur un sujet, qu'il y a des questions à poser à nos trois intervenants. Madame. Bonjour, merci. Quel était le pouvoir, cette question se pose aux deux premiers intervenants, quel était le pouvoir administratif quand les castromes, entre le 6e et le 10e siècle, ne sont pas encore la propriété d'un seigneur? Qui détenait le pouvoir pour ces villes-châteaux? Eh bien, pour Blois, alors ça dépend si on parle de la période mérovingienne ou le début de la période carolingienne, ça dépend. Si la région est directement sous la coupe du roi franc ou du roi mérovingien, pour Blois, on le sait, pour le 8e siècle, il y avait un vicomte. Après, pour la période mérovingienne, là, les données, il n'y a quasiment pas de données historiques. Donc, c'est compliqué. On sait qu'on y frappe des monnaies, que c'est un atelier monétaire qui dépend certainement du pouvoir royal. Voilà. Mais à partir de quel moment les textes qui parlent de la conquête par Clovis de Blois et de la région sont anciens et assez difficiles à croire, quoi. On ne sait pas dans quelle mesure ils sont vérifiables. Donc voilà. D'ailleurs, sur toute l'histoire, enfin pour le château de Blois, mais j'imagine que c'est la même chose à Vendôme, il faut bien être conscient que ce soit du point de vue de l'archéologie ou du point de vue des archives, les données sont ténues. On n'a qu'une très très petite partie des informations qui nous permettent d'établir les connaissances. Il y a aussi le pouvoir de l'Église qui est très important à ces périodes-là. L'évêque du diocèse a énormément de pouvoir et s'appuie sur des archidiaconés et des archidiacres du coup. Bonjour, excusez-moi, moi j'ai une question à propos des logis du château de Vendôme. Vous avez montré un plan où on a donc les logis de la façade nord avec les tours actuelles et que vous prolongiez en partie rouge plus vers la tour de Fulkenera et derrière la collégiale. Mais donc ça... Ça, c'est attesté par des textes du XVIe siècle qui parlent d'escaliers qui ne servent plus à rien parce que les bâtiments ont été détruits. D'accord. Donc, en restituant... par exemple, celui qui part vers le sud, c'est parce qu'il est détruit pour faire de la lumière dans la collégiale. D'accord. On n'en sait pas beaucoup plus. Hein. Il faudrait faire des fouilles. Merci. L'horloge que vous avez qui a été retrouvée, c'est pendant la rénovation des trucs. Et est-ce qu'on peut la voir? Est-ce qu'elle va être au musée de Sologne? Elle est actuellement dans les
soupente du musée de Sologne. Nous avons un projet avec monsieur le maire de Romorantin de développer, la ville de Romorantin a racheté l'hôtel Saint-Paul, qui est d'époque Louis XII. Les travaux vont être conséquents, mais l'idée c'est de faire de cet endroit un musée où tout ce qu'on a sur Romorantin, sous Louise de Savoie et Léonard seront présentés. Donc tout ça sera présenté là. Ça a été parfois en exposition au musée de Sologne pour les Journées du patrimoine, etc. Mais elle pèse quand même quelques centaines de kilos. Bonjour, je suis là. C'était encore une question sur Romorantin. Je voulais juste avoir une précision parce que ça a été un peu vite. Concernant les maisons de Villefranche qui seraient démontées et replacées, quelle est la source ou en tout cas quelle est l'indication ? Léonard lui-même. Ah d'accord. Léonard lui-même qui dit, ben voilà, quand la cour sera là, parce qu'il sait très bien que la cour ne sera pas là en permanence, quand la cour sera là, ces maisons seront pour la cour et puis pour tout l'appareil des officiers du roi. Et faut dire que quand ils viennent en général à Romorantin, ils cassent tout. On a des sources là-dessus. L'hôtel du Cheval Blanc à Romorantin a été totalement détruite par les nobles de la petite bande de Léonard. Donc il fallait vraiment faire quelque chose. Et Léonard dit très généreusement, mais quand la cour ne sera plus là, eh ben, les gens peuvent venir y habiter. Ce qui pose quand même un petit problème, mais bon, enfin voilà. C'est un projet. Merci. D'ailleurs, on peut dire que les maisons à pans de bois, c'est une technologie qui est faite pour ça. Hein. On peut démonter complètement la maison pour la reconstruire ailleurs. Peut-être voilà, une dernière question. Voilà. Hop là. Il faut appuyer s'il vous plaît. Voilà. Appuie. Et n'y touchez pas. Et j'y touche plus. Oui. Hop là. Donc une petite dernière question. La fin de votre propos sur le tourisme et le château de Blois, vous avez terminé votre propos sur le... Oui, j'ai terminé un peu vite. En fait, si vous connaissez un peu l'histoire de l'urbanisme à Blois au XIXe siècle, je disais que la géomorphologie jusqu'au XIXe siècle a contraint la ville dans un certain espace qui était contraint par le château à l'ouest et puis la Loire, la vallée de la Roue et les coteaux. Mais à partir du XIXe, on a les outils pour faire des tranchées énormes, créer des boulevards, on transforme complètement la ville et notamment la création du quartier de la Gare a détruit au moins un tiers des terrasses des jardins royaux. Et c'est ce que je voulais dire, c'est que dans le même temps, la ville voulait sauver le patrimoine qui était le château en le faisant restaurer, créer un musée, mais dans le même temps, on a créé la gare et le quartier de la Gare où on a installé des industries qui ont détruit une partie du patrimoine. Voilà. Notamment le quartier Poulain. Et aujourd'hui, c'est... Et aujourd'hui, on restaure ou on revient, on récupère ça ou... Ah ben non, c'est pas possible. L'avenue Jean Légret, c'est l'avenue qui monte vers le quartier de la Gare. Il y a des bâtiments comme la résidence où vivent des gens, la résidence Adne-Bretagne, qui sont d'ailleurs dans le jardin de la résidence. Il y a une ancienne porte Renaissance qui donnait sur les jardins. Voilà, il y a des vestiges encore conservés. Et la fouille Saint-Vincent, juste derrière l'église Saint-Vincent, on avait quand même construit un collège sur les vestiges des 2 jeux de paume, qui étaient étagés à 2 niveaux différents et qui sont maintenant mieux connus grâce à la dernière fouille de quartier Saint-Vincent par Didier Josset, encore lui. Alors très court alors. Sur le château de Blois, c'est dommage qu'on a du mal à imaginer la passerelle, le pont des Serres. Oui, alors effectivement, ça pour le coup, ce n'est pas le 19e siècle qui est responsable de ça, mais c'est Gaston d'Orléans qui, lorsqu'il a imaginé son projet de château en style classique,
Alors, c'est sans doute une chance pour nous, parce que je vous disais, on manque d'informations sur un certain nombre d'états du château. Imaginez ce que ça aurait été si Gaston d'Orléans avait pu faire raser toutes les autres ailes pour construire un château en style classique. Il allait même plus loin, il devait y avoir... La rue des Fossés devait être couverte pour faire un jardin à la française de l'autre côté. Et c'est un peu dans cet esprit-là, d'ailleurs, qu'Henri IV fera une galerie de l'autre côté, derrière les jardins. Et donc, voilà. Merci beaucoup. Je crois qu'on peut vraiment remercier nos 3 intervenants pour la qualité. Vraiment 3 interventions passionnantes qui ont pu nous montrer l'histoire de notre département et de ces grandes villes à travers les sources archéologiques et historiques. Merci à tous et bonne journée.